Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, l'heure des comptes au Sénégal après l'élimination précoce des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026. La Fédération sénégalaise de football qui s'est séparée du sélectionneur national Pape Thiaw pour des raisons sportives s'est expliqué ce lundi face à la presse. Notre correspondant Eliman Dao y a assisté. 1400 églises de réveil jugées illégales prochainement fermées au Cameroun, annonce faite par le ministre de l'administration territoriale suite au décès fin juin d'une fillette de 11 ans, meurtre attribué à une fidèle, une décision loin de faire l'unanimité sur place, vous le verrez. Enfin, c'est la tenue star du Mondial 2026, le fameux costume griffé léopard porté par les joueurs de la sélection congolaise. Nous vous dévoilerons les secrets de sa confection dans un atelier de couture de Kinshasa. Le reportage en fin d'édition. 20 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 29 matchs. Une CAN remportée face au Maroc en janvier dernier en attendant le verdict final du tribunal arbitral du sport. Et pourtant, Pape Thiaw a été limogé par la Fédération sénégalaise de football. En cause, un mondial complètement raté des Lions de la Teranga. Il emmène dans ses valises l'ensemble de son staff technique. Aujourd'hui, la Fédération sénégalaise s'est exprimée dans une conférence de presse. Notre correspondant Eliman Dao était sur place. Écoutez-le. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, est largement revenu sur les contours de cette participation mouvementée du Sénégal à la Coupe du Monde. Le président de la Fédération sénégalaise de football a indexé de nombreux problèmes qui ont rendu cette participation du Sénégal difficile, des problèmes logistiques, des problèmes de restauration ou encore des problèmes d'hôtel. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, est également revenu sur le choix de se séparer de Pape Thiaw, qui était sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Je vous propose de l'écouter. Avec Pape, on a toujours été en phase. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'il y a une rupture de confiance. Et je suis allé le voir dans sa chambre et je lui ai parlé sincèrement. Et je pense que là aussi, il n'a pas pu évoluer. Et je pense que c'est cette situation qui a eu un impact peut-être négatif sur le fonctionnement de l'équipe. Dans la presse sénégalaise, plusieurs noms sont actuellement avancés au sujet du futur remplaçant de Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. C'est le cas de Patrick Vieira, Hervé Renard ou encore Habib Beye. La Fédération sénégalaise de football, de son côté, n'a pour l'heure communiqué aucun détail sur l'identité du futur sélectionneur. On s'arrête au Cameroun où le ministre de l'administration territoriale a annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises du réveil à travers le pays. Cette annonce intervient quelques jours après le meurtre à Yaoundé d'une fillette de 11 ans. L'auteur présumé du crime, fidèle d'une de ces églises, avait déclaré avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Après le drame survenu dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, le ministre camerounais de l'administration territoriale a reçu les membres de l'église dénommée Vie et Paix au Cameroun, à laquelle appartenait la mère de la fillette, une mère qui a porté 17 coups de couteau à sa fille, selon les conclusions des médecins légistes. Aujourd'hui, aux arrêts, la femme affirme avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète de son église qui lui aurait fait croire que le sacrifice d'un enfant l'aiderait à résoudre ses problèmes financiers. Pour la Tangandji a profité de cette rencontre pour rappeler que le crime est proscrit par la loi et par les textes sacrés. Il a par ailleurs annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises réveillées exerçant illégalement à travers tout le pays, une décision accueillie diversement par les Camerounais. On ne doit pas seulement se limiter au nombre. Si on doit vraiment fermer, qu'on ferme toutes ces églises-là, surtout dans les quartiers. Parce que c'est plus ceux qui sont dans la clandestinité là qui pousse les gens vraiment à faire des choses. Le Cameroun est un pays de droit, est un pays laïque, que chaque citoyen a droit à choisir une religion qui lui convient le mieux. Si le ministre de l'administration territoriale a décidé de faire des sorties concernant la fermeture des églises, pourquoi d'abord donner l'agrément à ces églises d'exister? C'est une très très bonne nouvelle parce que ces églises font beaucoup de tort aux familles. On a des milliers de familles qui ont été divisées à cause de ces bonbons pasteurs, excusez-moi au terme. Donc moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'entends et que si ça peut effectivement avoir lieu, qu'on fasse sous ces églises-là, je serais très content.
Profitant du principe de la tolérance administrative, les églises réveillées se sont multipliées ces dernières années ici au Cameroun, parfois au mépris de la loi. 200 d'entre elles ont d'ailleurs été fermées ici à Yaoundé en 2025. Au Soudan, la justice vient de condamner à mort par contumace le chef des forces de soutien rapide, le général Emeti. Selon la Cour, il est responsable des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, en particulier dans la région du Darfour occidental. Les précisions d'un correspondant régional, Bastien Renouille. Le général Emeti, ses deux frères et 13 co-accusés ont donc été jugés par ce tribunal antiterroriste situé à Port-Soudan, une zone qui est donc contrôlée par l'armée soudanaise. Il leur ait été reproché les atrocités commises dans la région du Darfour occidental en 2023, quand la ville d'El Djenina, la capitale de l'État, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Ils ont donc été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il leur était notamment reproché l'assassinat du gouverneur de cet État, Rami Sabakar, qui avait été tué par des membres des forces de soutien rapide et son corps ensuite avait été mutilé. Puis également la mort de très nombreux civils dans cette ville, plus de 10 000 selon de nombreuses sources indépendantes. Concrètement, est-ce que cette condamnation va avoir un impact, sachant que le général Emeti et ses frères ne se trouvent pas dans une zone contrôlée par le gouvernement ? Pas directement. En revanche, cela permet à la justice de demander à l'État soudanais d'émettre une notice rouge destinée à Interpol qui vise à faire en sorte que ces hommes soient arrêtés lors de séjours à l'étranger dans des pays qui collaborent avec Interpol. Mais concrètement, est-ce que cela aura un impact ? C'est difficile à dire à l'heure actuelle puisque le général Emeti et ses frères voyagent régulièrement, notamment ici au Kenya ou encore aux Émirats arabes unis, des pays dont ils sont proches et qui semblent à l'heure actuelle peu enclins à les arrêter. Au Nigeria, 6 mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction des petits sachets d'alcool, la loi peine à être respectée. Une mesure pour limiter la consommation d'alcool chez les mineurs. Mais entre difficultés d'application de la loi, enjeux économiques et préoccupations de santé publique, le commerce de son côté se poursuit. Awa Diouf. À Lagos, impossible de passer à côté de ces sachets d'alcool. Bien qu'interdits, ils sont toujours vendus à de nombreux coins de rue. Les emballages affichent souvent la mention à base de plantes, laissant croire à certains consommateurs qu'il s'agit de produits aux vertus médicinales. J'en bois pour soulager mes douleurs d'estomac. Je m'en sers aussi contre le mal de dos. Tout le monde n'en consomme pas uniquement pour l'alcool. Vendus à un prix dérisoire, ces sachets sont particulièrement accessibles. L'interdiction devait justement limiter cet accès, notamment aux mineurs, mais son application reste largement insuffisante. Nous faisons clairement face à un important problème de consommation d'alcool et cela dure depuis longtemps. Nous sommes de plus en plus préoccupés par la consommation chez les jeunes, ce qui en fait un véritable enjeu de santé publique. D'un point de vue de santé publique, nous sommes confrontés à un défi majeur. Les autorités ont accordé 5 ans aux producteurs et aux distributeurs pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Mais la mesure continue de susciter une vive opposition. De nombreux petits commerçants estiment que cette interdiction menace directement leur principale source de revenus. S'ils interdisent les sachets d'alcool, veulent-ils que nous commencions à voler ou à nous prostituer ? Beaucoup d'entre nous sont au chômage. En attendant une application plus stricte de la loi, les sachets d'alcool continuent de circuler librement dans les rues du Nigeria. En bref, dans le reste de l'actualité, une nouvelle rencontre a eu lieu en Libye ce dimanche entre chefs d'état-major de l'Est et de l'Ouest. D'un côté, celui de l'armée officielle de la Libye occidentale reconnue par l'ONU, Salah ad-Din al-Namrouch, et de l'autre, Khaled Haftar, un des fils du maréchal Khalifa Haftar. Une rencontre voulue par les États-Unis qui y travaillent depuis mi-avril. L'administration Trump a fait de la réunification politique, économique et militaire de la Libye un de ses thèmes récurrents. Au Mali, un important convoi de l'armée malienne est tombé dimanche 12 juillet dans une embuscade tendue par la coalition JNIM-FLA dans le centre du pays. L'attaque s'est déroulée entre Nyono et Nampala. Plusieurs victimes et des camions détruits sont à déplorer. Allez, direction la République démocratique du Congo. Nous allons vous raconter l'histoire d'une véritable success story congolaise, celle de la veste portée par les léopards à leur arrivée aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Une création 100% fabriquée à Kinshasa, imaginée par un jeune styliste congolais, Alvin Junior Mac, que nous avons reçu ici au Journal de l'Afrique le 22 juin dernier. Regardez ce reportage d'Aurélie Bazara Kibangula.
Tu mets les épingles. Dans cet atelier de couture en plein cœur de Kinshasa, la star du moment, c'est elle, la veste portée par les joueurs de l'équipe nationale à leur arrivée pour la Coupe du Monde. Le chef-d'œuvre créé par Alvin et patronné et réalisé dans nos ateliers. Une pièce inédite, façonnée à la main entièrement sur mesure, 100% made in Congo. Nous approchons une trentaine d'heures de travail quand même. Les petites pièces que vous voyez, la manière dont elles sont travaillées, juxtaposées, il y a beaucoup de travail dans cette veste. La tenue a créé un véritable buzz. Depuis, elle est reproduite sur commande. Une cinquantaine de modèles sont en cours de fabrication. Ils seront expédiés dans le monde entier. On doit faire le deuxième côté, le côté droit, d'accord ? Ce jour-là, couturières et modélistes s'affairent autour d'un nouveau patron, l'adaptation du modèle pour femmes. La précision est vraiment de rigueur ici. Nous tenons beaucoup à nos petits millimètres, c'est très important pour nous. Là, on va commencer le montage de notre prototype. Les manches, le col et le dos sont assemblés. Chaque détail est parfaitement ajusté. Ça me fait de la joie quand je vois nos joueurs mettre ça lors du cours. Donc, j'étais vraiment émue. Ça, c'est le bijou du costume. The détail. Bien plus qu'un simple imprimé, le velours léopard symbolise la puissance de tout un pays. Après être passé par des grandes maisons de couture européennes, Charlotte Cambeya a ouvert son atelier avec une ambition, promouvoir l'excellence congolaise. Nous avons tellement de talent ici. Je suis fière de réveiller cette envie de faire les choses toujours très très bien. La veste des léopards est devenue un véritable objet de collection. Comptez en moyenne 1 300 € pour vous l'offrir, avec le pantalon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.